Bienvenue dans votre magazine d'actualité, mesdames et messieurs, bonjour. Comme vous le savez, dans cette émission, nous décortiquons, nous analysons l'actualité des leurs, que ce soit politique, économique ou sociale. Alors, sans plus tarder, sur ces plateaux, je suis avec 3 journalistes, en principe doivent être à 4. En attendant le dernier invité, je vous présente déjà Christian Niamabou. Bonjour. Bonjour Maggie et bonjour déjà à tous les téléspectateurs de cette grande émission. Ça a été toujours un grand plaisir quand on se retrouve une fois de plus, soit pour parler de l'actualité ou corriger certains mensonges et tracer le chemin pour le... Parce qu'il y a aussi des mensonges à corriger. Oui, bien entendu, il y en a trop, on va tout corriger aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de questions comme vous les avez déjà dans votre répertoire. Et nous vous venez déjà à l'idée qu'il y a des mensonges qu'il faut corriger. Oui, parce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui à des pièces de théâtre chez les députés nationaux, chez certains collègues journalistes qui ont été sous-traités, payés pour savoir vilipender certains ministres, donc détruire, salir, rendre nul l'action du gouvernement. Et ce qui est bon, on va encourager, ce qui est mauvais, on va décourager, mais surtout, on va aussi, comme l'actualité l'oblige, peut-être les sentiments patriotiques nous poussera aussi de parler quand même de notre équipe, parce que je sais que vos téléspectateurs sont aussi les supporters de Léopard. Merci beaucoup. À côté de Christian Niamabou, il y a Patrick Lumbala. Bonjour. Bonjour Magui, bonjour aux confrères sur ces plateaux, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. C'est toujours un honneur pour moi de me retrouver ici sur ces plateaux pour pouvoir parler autour de l'actualité, comme mon confrère l'a dit, essayer de corriger certaines choses, mais pas pour jeter de l'opprobre sur les politiciens ou consorts. Donc on doit vous considérer déjà comme des stylos rouges, apparemment. Écoutez, nous sommes là, nous sommes journalistes, nous analysons les faits tels qu'ils sont. Écoutez, il y a des mensonges qui sautent à l'œil nu, quand même. Et nous, on est là, c'est pour dire la vérité à la population. Merci beaucoup. En face de Patrick Lumbala, je suis avec Julio Mutoto. Tu vas bien? En forme aujourd'hui, je pense. En forme, oui. J'en profite de l'occasion pour souhaiter mes sincères condoléances à la grande famille, la corporation que nous avons perdue. Tout à fait. Le Kulutu, le Mkubwa, mon maman, Mzee Kukumamengi Panjo. Et pour nous, c'est un moment très difficile. Et à travers cette émission, nous allons essayer d'apporter notre point de vue en rapport avec l'inefficacité qui prévaut au niveau du gouvernement ainsi que au niveau de personnes qui sont censées apporter la lumière au bonheur des Congolais. Alors Jules, j'ouvre directement les débats avec vous. Nous sommes patriotes, comme l'a dit Christian Niamabou. Nous sommes Congolais. Hier, il y a eu un match. D'abord, j'ouvre le bal avec le match qui a eu lieu hier entre la RDC et le Maroc. Il y a eu un score de parité. Comment avez-vous trouvé la prestation des Léopards de la RDC? D'abord, je tiens sincèrement à féliciter le président Moïse Katumbi Tshako. Grâce à notre télévision, nous avons eu de belles images avec des séquences à la manière de Canal+. Au lieu que nous souffrons comme on a toujours été victime à chaque fois lorsqu'on regardait le match à la chaîne nationale. Et parlons de la prestation. La prestation. Moi, je prendrais beaucoup plus l'angle lié à la motivation qu'a eu de Congolais à travers ce match. Si cette motivation était dans le sens peut-être de pouvoir dire non aux politiciens, de pouvoir stopper cet machiavélisme, de pouvoir aller toucher la Constitution. Si cette motivation était dans les cadres de pouvoir nous mobiliser contre des atrocités qui se font à l'Est, contre nos populations qui sont victimes des actes de barbarie, si cette motivation était dans les cadres de pouvoir nous amener, nous fédérer pour relever le défi. Vous pensez que la motivation sur d'autres plans n'est pas à égalité? Il n'y a pas cet engouement que nous avons vu, parce que c'est les loisirs, oui. Les Congolais, nous sommes trop efficaces en ça, mais prenons des questions liées à notre existence. On a vraiment besoin de cette motivation lorsqu'il y a des questions qui touchent à notre identité. En ce qui concerne le résultat du match, moi j'accorde une seconde chance au Léopard et je crois qu'il y aura quelque chose de bon au match retour. Christian Niamabou, certains Congolais estiment qu'il faut
bon, radier peut-être c'était trop, mais pour l'instant, faire quitter Yannick Bolasie de l'équipe, il n'a plus de place. Non, ils n'ont pas raison de le dire. Les Congolais qui disent ça sont des ingrats parce que dans le football, il y a les jours où ça arrive et l'autre jour, ça n'arrive pas. Ça peut arriver qu'aujourd'hui tu joues. Comme on peut dire qu'hier c'était pas son jour. Hier, il n'était pas dans son jour. Mais curieusement, il devait plus être remplacé par Paul José Mpoku par exemple, ou encore Gaël Kakuta. Mais on n'a pas compris aussi le choix du coach. C'est à lui de savoir. Peut-être il y avait des chocs et des blessés dans son banc de touche, sur son banc de touche. Mais quant à moi, je suis certain que la RDC a encore beaucoup de chances pour se qualifier. Si tous les joueurs jouaient avec la motivation du joueur Moukoko Amale, Soso, notre latéral droit, il a été vraiment exceptionnel dans ces matchs-là. Et je crois que ça serait quand même intéressant. L'équipe de la RDC n'a pas démérité parce que si vous regardez très bien sur le fait des matchs chez tous les commentateurs, l'équipe qui était vraiment, on peut parler de favoris, on parlait du Maroc parce que le Maroc a joué la CAN, le Maroc a des grandes stars à l'instar d'Hakimi par exemple, mais faire un match devant le Maroc et dans quelles conditions? Parce que moi j'étais au stade, voir le but accordé aux Marocains, vraiment c'était une situation de hors-jeu. Donc je ne suis pas d'accord avec l'arbitrage. Donc les Léopards ont surpris quand même. Hein? Oui, ils nous ont surpris positivement, mais je sais que peut-être aussi la pression exercée sur eux ici à Kinshasa a fait en sorte qu'ils puissent rater certaines situations. Mais si c'est calme, ils se maîtrisent très bien à l'extérieur, ils joueraient mieux. Et j'en profite. Permettez-moi s'il vous plaît. Une minute. Oui, pour rectifier quelque chose qui ne m'a pas arrangé hier personnellement, c'est les commentaires de notre aîné François Claude Kaboul Moala Kaboul. Non, entre nous soit dit. Hein? Vous savez, le chef de l'État, c'est un passionné du sport et particulièrement du football. C'est quelqu'un qui a été un gardien de but. Qu'est-ce qui te dérange? Oui, ça dérange. Ça dérange, madame, on doit se dire entre nous. Qui a dit à notre aîné que le chef s'était exprimé à Chiluba? Peut-être parce qu'il est Louba. Non, il ne faut pas tribaliser. Le chef de l'État a ses origines Louba, mais il n'est pas le président de Louba. Ça, je suis contre. Vous voyez. Mais là, les gens sont en train de... Il l'a qualifié de président de Louba. Non, mais quand le chef de l'État exprime ses émotions et vous traduisez directement dans cette langue-là de ses origines... Et si c'était dit ça? Non, je ne crois pas parce que... D'ailleurs, vous avez fait la communication que moi-même, le journalisme, il y a aussi les langages gestuels. Du fait que le chef ait fait ce qu'il a fait là, ça peut s'exprimer dans plusieurs langues. Pourquoi seulement en Chiluba? Là, je ne suis pas d'accord avec notre aîné François Claude Kaboul Moala Kaboul, je le dirais sincèrement. Et je sais que c'est un grand, un professionnel, beaucoup de respect à lui. Mais je crois qu'il est aussi temps qu'il commence à former des jeunes qui d'ailleurs le défendent mieux. Les Dieu merci Ngoma, les Basaki, ça et consorts. Ils font aussi bien, le vieux peut aussi prendre retraite. Je crois que c'est un moment où tous, contrairement à ce que mon ami Gilles vient de créer comme la polémique sur la politique, soit disant que tel monsieur aurait pris en charge les images, moi je dis qu'il faut. Je sais au moins que la RTNC a fait la retransmission tout en collaborant avec une agence de communication de Nyota. Et je dirais encore que hier les Marocains sont venus, il y avait plusieurs avions qui ont atterri en RDC, mais si la RDC avait affrété 8 avions pour que les supporters aillent au Maroc, vous voyez ce que serait comme réaction aujourd'hui, on allait insulter encore le gouvernement. Donc on reste sportif, tous cohérents derrière les Léopards et soyons confiants pour la qualification pour Qatar 2022. Patrick Lumbala, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la RDC s'y qualifie ou pour qu'on puisse espérer au moins la qualification de la RDC au mondial Qatar 2022? Déjà, je crois qu'il y a beaucoup à faire, mais je vais quand même rebondir sur ce que Julio a dit. Je crois que Nyota, Moïse Katumbi n'a pas offert le match au public congolais. Nyota a été payé pour faire ce travail-là. Donc, du côté organisation, comme on l'a dit ici, il y a eu un problème du côté organisation. La CAF a donné à la Fédération congolaise de football association 25 000 places assises au stade des Martyrs pour ce match-là. Mais lorsque vous constatez le public qui est venu au stade, c'était au-delà. C'était au-delà des 25 000 places. Et je suis sûr qu'on doit s'attendre à des sanctions de la part de la CAF. L'organisation, je l'ai relevé ici la semaine dernière,
c'était aussi savoir comment encadrer ces publics-là qui allaient venir. Lorsque le match a pris fin, on a eu certains supporters qui ont envahi l'aire des jeux. Certains ont jeté des projectiles sur les joueurs congolais, pas des Marocains. Et ça, c'est quand même inquiétant. Donc, il y a un problème de ce côté-là. Le ministère des Sports et la FECOFA doivent se concentrer sur ce qui est essentiel, la préparation des joueurs, pour que nous puissions passer à la qualification. Maintenant, je vais en venir à ce qui est important, les joueurs eux-mêmes. Je pense que les léopards, on a toujours un problème qui revient dans chaque génération, c'est que il y a un problème de mental et d'engagement. Généralement, lorsque les joueurs de la RDC jouent devant un enjeu aussi important comme celui-là, il n'y a pas des proportions. Donc, l'engagement n'est pas proportionnel à l'enjeu en place. Moi, je n'ai pas senti les léopards jouer avec en tête que c'est un match qui peut nous faire entrer dans l'histoire, comme Moukoko a joué avec son esprit, son âme et son corps. D'autres joueurs étaient là comme si c'était un match ordinaire. Non, je pense que ils doivent recadrer beaucoup de choses au match retour. Certains ont estimé que les léopards ont donné vraiment les meilleurs d'eux. Les léopards ont donné le meilleur d'eux, mais parmi eux, il y en a aussi qui n'ont pas donné le meilleur d'eux. Un autre problème, c'est celui de l'arbitrage. Je pense que la CAF doit savoir suspendre certains arbitres lorsqu'ils font mal leur travail. L'arbitre qui est venu arbitrer le match d'hier, on sait que c'est un arbitre expérimenté. Il a officié la finale de la CAN entre l'Égypte et le Sénégal. Il est expérimenté, mais cela ne lui donne pas de droit de faire ce qu'il a envie de faire sur le terrain. Regardez combien d'actions dans la surface des réparations où les Marocains tiennent Malango dans les maillots comme ça, et puis il ne fait rien du tout. Et il est là quand Hakimi se couche, et il donne un carton rouge aux joueurs congolais. 2 poids, 2 mesures. Donc, je pense que la CAF doit aussi veiller sur ce point-là. Et un autre couac qu'on a constaté, c'est un problème de coach. Je pense que le coach Cooper devient de plus en plus un handicap pour la sélection congolaise. Moi, je ne peux pas comprendre comment sortir Wissa pour faire un très beau Bolasie, et alors qu'il y a un Kakuta, un Poku sur les bancs. Mais il était fatigué quand même. Hein? Oui, ça a été fatigué, mais il pouvait être remplacé par Kakuta ou Mpoku, mais pas Bolasie quand même. Merci beaucoup Patrick Lumbala. Nous allons passer à autre chose. Guéguerre, si on peut l'appeler comme ça, entre Jules Alinguete et Tony Mwaba. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On nous parle de 400 000 $ de détournement. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, Christian Nyamabou, oui. Qu'est-ce qui se passe-t-il concrètement entre IGF et le ministre de l'IPST? Qui a tort, qui a raison dans cette affaire de détournement? Bon, qui a tort ou qui a raison, je crois que c'est la justice qui pourra trancher là-dessus après avoir enquêté sur les dossiers, parce que l'IGF fait sa part, le ministère de l'IPST se justifie, et du coup, le pouvoir public, le parquet, doit s'enquérir du dossier pour savoir comment trancher et accorder la raison ou le contraire à l'une ou les deux parties. Qu'est-ce qui se passe? On parle de détournement. Pour dire vrai, ce n'est pas la première fois d'entendre cet acharnement, disons, je ne dirais plus acharnement, je retire rapidement, cette incompréhension ou cette agitation entre l'IGF et le ministère de l'EPST. Mais quant à moi, pour ce qui me concerne, je dirais que l'on laisse l'IGF faire son travail. Oui, parce que l'IGF aujourd'hui, disons la vérité, c'est les bras. Tu penses que l'IGF est un peu en difficulté? Mais bien sûr, lorsque la politique se mêle dans ce qui est le contrôle de l'IGF, ça devient compliqué. Aujourd'hui, quand bien même vous soyez de la majorité, que vous soyez de l'opposition, mais si vous ne servez pas l'État correctement, si on ne voit pas clair, l'IGF n'a qu'à contrôler votre gestion. Pourquoi quand ça arrive au ministère de l'EPST, il y a toujours des agitations, il y a toujours des sous-traitances, il y a même certains collègues, journalistes, confrères qui sont en train de se faire sous-traiter par le ministère de l'EPST, selon mes sources, pour savoir rendre nul, alors anéantir le travail de l'IGF. Madame Magui, on doit se dire la vérité. Aujourd'hui, là, s'il y a eu quand même la montée en puissance,
les retours de l'argent dans la caisse de l'État, c'est parce que l'IGF a fait sa patrouille financière. D'où je crois que ce ne sont pas des sujets à négliger. Et j'avais appris que le directeur des cabinets du ministre de l'EPST serré, je dis bien serré, en fuite, mais tout de suite, j'avais vu son tweet pour dire que non, c'est le contraire. Alors, s'il y a des éléments que le ministère de l'EPST détient pour savoir démasquer l'UGF, voilà, mais qu'ils viennent. Et quand on rentre par exemple dans le dossier de l'entreprise Transco, vous avez vu les éléments exposés par le DG de Transco qui montrent, qui prouvent à suffisance que voilà, l'IGF peut avoir raison. Encore l'entreprise qui a imprimé, apporter une plainte selon mes sources contre le ministère de l'EPST parce que il y a eu surfacturation. Alors pourquoi ne pas accepter que l'IGF se plaigne? Donc moi je crois qu'on doit vraiment laisser l'IGF faire son travail tranquillement si on veut que le pays comme si on veut donner l'impression que l'IGF face à certains ministères, il faut se taire. Il faut se taire parce que ce ministère est géré par quelqu'un de l'UDPS. Là, si c'est le PPRD, il faut... Non, ça ne doit pas arriver. Parce qu'aujourd'hui, ce que moi j'aurais voulu, c'est de voir le ministre Tony Mwaba nous présenter l'état des lieux de la gratuité de l'enseignement. Parce que déjà, la rentrée scolaire, on ne sait pas les choses sont dans quelle manière, où en sommes-nous avec la gratuité, qui est aussi une arme forte pour Félix Tshisekedi. Donc, attaquer l'IGF, moi je me dis que ce n'est pas intéressant, mais plutôt brandir les réalisations qui prouvent à suffisance que le ministère de l'EPST fait bien son travail. Jules Mutoto, on nous parle de 400 000 $ américains détournés. L'argent l'a été pour le tournoi interscolaire, alors que le DG de Transco revient pour dire qu'il a perçu que 16 000 $ en lieu et place de 60 000, tel que le dit les services de l'EPST. Est-ce que dans ce genre de commentaires, on peut dire que le ministre est un peu suspect en ce sens? Entre l'IGF et le ministère de l'EPST, qui dit la vérité? Question mark. C'est ça la grande question. Question mark. Mais la réaction du DG de Transco peut aussi changer les donnes. Si vous regardez le parcours de la plupart des ministres depuis que nous avons le gouvernement des Warriors au pouvoir, c'est le ministère où il y a à chaque semestre de coups. Prenons l'exemple de celui qui était avant lui, aujourd'hui. Récemment, on l'a même vu au niveau de l'Assemblée nationale. Son histoire était comment? On l'a accusé et comment il s'est retrouvé à l'extérieur. Si les éléments qu'apporte l'IGF est vrai, la justice est appelée à enquêter. Et au cas où la justice enquêtait et que Tony Mwaba sortait propre en fait. Ce qui est écœurant, c'est de voir de gens, de confrères, avec beaucoup du respect que j'ai pour eux, de venir laisser l'objet là où elle est et commencer à s'attaquer aux individus et qui ne sont pas... Et si la justice donnait raison à Tony Mwaba? Madame, le responsable du ministère de l'EPST, c'est Tony Mwaba. L'entreprise, permettez-moi de citer les noms, Gradeco, apporte de justificatifs faisant étant qu'il y a eu surfacturation avec le preuve qu'ils détiennent en rapport aux objets que devait apporter au niveau de auprès de l'IGF concernant l'enquête sur le dossier 400 000 $. Mais ça, déjà, ça prouve noir sur blanc que non, il y a eu mafia. Et si le gouvernement de Warrior, si vraiment Tony Mwaba est véritable Warrior, il n'a qu'à démissionner. C'est trop simple même pour sa dignité parce qu'il est professeur. Patrick Lumbala, alors que de son côté, l'IGF aussi vient d'être accusé, on l'accuse de corrompre un magistrat avec 10 000 $. Vous savez, nous sommes dans un dossier... Tu penses que cette histoire est vraie ou faux? Nous sommes dans un dossier d'ordre préjuridictionnel et je pense que l'EPST, le ministère de l'EPST, chapeauté par le professeur Tony Mwaba et son cabinet tout entier, doit éviter la méthode du fighting avec l'IGF. Nous avons remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un problème entre l'EPST et l'IGF, il y a des journalistes qui sont sous-traités, comme on dit ici, pour salir l'image de messieurs Jules Alingueté. Nous avons entendu parler d'un dossier que Jules Alingueté aurait couvert un dossier, je ne sais pas, de son beau-frère ou quelque chose comme ça à la SCTP.
je crois que le ministère de l'enseignement primaire et technique doit, dans le cas des figures, savoir que nous sommes dans un dossier préjuridictionnel et non pas aller dans la bataille et la diabolisation de la personne de Jules Alinguete. Parce que vous pouvez bien les diaboliser et après. On t'entend parler comme si même l'histoire de magistrats et on est en train de chercher à diaboliser Alinguete ou quoi? Écoutez, tout est possible en politique. Lorsque quelqu'un fait son travail, quelqu'un comme Jules Alinguete fait son travail, il ne peut que s'attendre à des attaques comme ça. Je ne dis pas que c'est faux ou que c'est vrai, mais je pense que c'est aussi possible qu'il y ait des attaques comme ça contre la personne de Jules Alinguete. Donc, le ministère de l'EPST, ce qu'il doit faire en ce moment, l'IGF a présenté des faits. Lui aussi doit apporter des contre-faits qui prouvent que, évidemment, l'IGF a tort ou l'IGF s'est trompé quelque part. Donc, au lieu d'aller dans la bataille, vous allez bien le diaboliser, vous allez dire qu'il a été corrompu, il a fait ceci, il a fait cela. Et après, évidemment, et après, il va présenter des faits et vous serez là sans des éléments à présenter. Et moi, je décris vraiment la manière d'agir, notamment son directeur de presse, je crois, monsieur Joël Cadet, qui nous a sorti un communiqué de presse comme ça, un très long communiqué où il décrit ses sentiments personnels. Il est passé sur les plateaux de télévision pour diaboliser la personne de Jules Alinguete. Ça, ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on gère un ministère comme celui de l'EPST. Je pense qu'ils doivent travailler au sein de leur cabinet à apporter des contrefaits qui prouvent que l'IGF s'est trompé quelque part au lieu d'aller dans la bataille. Christian Nyamabou, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire avec détermination ou affirmation que l'IGF et l'EPST aujourd'hui fragilisent l'action du chef de l'État? Non, mais je dirais avec précision que l'un d'eux est responsable. Mais le responsable dans ce dossier, quand on comprend bien, c'est le ministère de l'EPST qui est en train de faire quelque chose, une manière de fragiliser la vision du chef de l'État, la lutte contre la corruption à travers l'IGF, parce que l'IGF lutte contre la corruption aussi et tout ce qui est autour du terme du mot corruption. L'IGF est en train de chercher la traçabilité. Si le ministère de l'EPST se trouve que voilà, il est dans la raison, apporter les éléments, c'est simple. En ce moment-là, on dirait que l'IGF n'a pas raison. Mais quand vous prenez le temps de commencer à vilipender, c'est lui qui en quelque sorte montre l'image du chef de l'État à travers la patrie financière. Je me dis que ce n'est pas une bonne politique de cet acharnement. Il y a eu des dossiers, il y a eu beaucoup de dossiers entre l'IGF et plusieurs entreprises, plusieurs ministères. Il n'y a jamais eu ce genre de problème. Il n'y a jamais eu. Mais pourquoi quand c'est le cas comme avec... si Tony Mwaba était l'intouchable. Non, mais ce qui est fait aussi mal dans la gestion de la communication, des réactions du ministre Tony Mwaba, c'est lorsqu'il, par moment, il oublie qu'il est ministre, il se comporte en avocat devant son propre procès. Et lorsqu'on cite le ministère de l'EPST, vous vous souviendrez pour la première fois les agitations, les réactions à chaud et tout ce qu'on avait vécu à travers les médias. Alors, aujourd'hui, excusez, si le ministre se rend compte qu'il est innocent, son ministère est sain et sauf, laissez l'IGF faire son affaire. Et lorsque l'affaire sera apportée au tribunal, justifiez-vous, point barre. Comme c'est l'état de droit, tout sera mis au clair en respectant. Ça ne pourrait même pas être une raison de guerre. Et puis on doit quand même se rappeler certaines choses ici. Vous vous rappelez que lorsque on constituait le gouvernement des Warriors, il y avait quand même des critères qui avaient été mis en place. Notamment, ne pas avoir des problèmes en justice, des soupçons de corruption et consorts. Et dans les cas de figure, je pense que Tony Mwaba n'a plus sa place au gouvernement. Et moi, ce qui m'arrange, il n'a plus sa place au gouvernement parce que déjà, la première fois, il a été soupçonné par l'IGF. Et là, il vient d'être soupçonné et c'est noir sur blanc qu'il y a eu effectivement détournement des fonds au sein du ministère de l'EPST. Et lui refuse moi, je pense que s'il refuse de démissionner, que le président le vire carrément du gouvernement. Parce que là, il est en train d'apporter une tâche qui va vraiment salir le mandat du président. Moi, ce qui m'arrange, c'est le fait que Tony Mwaba soit du parti présidentiel. L'IGF, qu'on a toujours taxé de travailler pour Katoumbi, comme disait Joël Cadet, pour nuire ceux qui ne sont pas du parti présidentiel,
Vous voyez, on était en train de tarifer l'IGF de toutes ces choses-là. Non, c'est un chien de chasse contre ceux qui sont de l'autre côté. Maintenant, quand on voit l'IGF traquer même ceux qui sont du parti présidentiel, donc quoi de plus normal de faire confiance et encourager le travail qu'on est en train de réaliser par l'inspecteur général, chef de service. Alors, moi, je crois que maintenant, là, ça doit ouvrir l'œil du chef de l'État parce que c'est lui qui sera redevable devant le peuple en 2023 lorsqu'il y aura élection, et comme nous espérons, nous le savons qu'il va les remporter. Et de toutes les façons, si quelqu'un entre dans la ligne qui n'est pas la ligne droite du chef de l'État dans sa région, alors il n'a qu'à faire les choses entre le peuple d'abord et les individus d'abord. Julio Mutoto, que doit faire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans un dossier comme celui-ci? Madame, j'avais apprécié que la question que vous l'avez posée entre les deux, entre Alinguette Jules et Tony Mwaba, c'était une question que j'avais vraiment besoin. Mais sinon, j'essaie de répondre. Que doit faire Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à ces stades? Mais nous le savons bien. En 2018, lorsqu'il est venu au pouvoir, même le jour où il prêtait serment, il y avait cette hymne qui est devenue presque, je ne sais pas, comme un slogan. Félix, Papa Lobaki, le peuple d'abord. Le peuple d'abord se résume à travers des actions qui doivent apporter des solutions au quotidien des Congolais. Malheureusement, l'applicabilité de la gratuité de l'enseignement qui est... Julio Mutoto, tu ne réponds pas à ma question. Je suis en train de répondre, madame. C'est que le président doit faire. Vous voulez que je réponde directement? Allez-y. Je dois quand même argumenter. Bien sûr, allez-y. En rapport à la question que je suis en train de répondre, madame, il y a absence, il y a échec au ministère de l'EPST. Il y a un journaliste que je ne citerai pas les noms, a fait le tour du Congo, précisément à l'Équateur. Il a démontré noir sur blanc les conditions des enseignants. Mais que fait lui Tony Mwaba? Ce que doit faire le chef de l'État, il doit être courageux. Il doit appeler le Premier ministre. Avec le fait qu'a déjà présenté l'IGF à ces dossiers-là, il doit carrément demander à M. Tony Mwaba de pouvoir démissionner et laisser la place à un autre, même à son vice, à la dame qui le... Ce qui est aussi compliqué, ce qui est aussi compliqué à ce point-là, permettez, parce que, à mon humble avis, je l'avais toujours souhaité au départ, comme Willy Bakonga avait travaillé dans ce ministère avec Didier Boudzimou, j'avais souhaité à l'époque que, comme s'il y aurait remaniement, si peut-être on déplaçait Willy Bakonga, remplacer carrément Didier Boudzimou qui connaît déjà le système. Vous voyez, ça allait quand même avancer. Maintenant, Aminata Namassia, qui est encore aussi vice-ministre. Mais à travers l'attitude qu'avait affichée en son temps à l'époque Tony Mwaba, on ne pouvait pas s'attendre. Mais nous sommes devant parce qu'il doit carrément laisser les pouvoirs. Moi je me demande jusqu'aujourd'hui où en sommes-nous avec la gratuité de l'enseignement. Ce sont les questions qui devraient intéresser. On pouvait débattre autour de ces questions-là pour ce qui concerne Tony Mwaba. Mais quand on débat maintenant sur les détournements, vrai ou faux, fonds à l'ouest, si c'est là, transcolocation ou encore de montants dérisoires en quelque sorte. On doit être sincère, nous les analystes, nous les journalistes, on doit être sincère pour dire la vérité au chef de l'État. Quand ça ne marche pas, on ne doit pas rester dans les poches des politiciens pour être sous-traité et lorsqu'il fait même le mal, commencer à le caresser dans le sens de ses poils. Non, on doit lui dire que voilà, Excellence, Monsieur le Ministre, ici faites ceci, là-bas faites cela, pour que vous soyez dans la vision du chef de l'État. Et pourtant, il faut signaler qu'au départ, lors de la remise et reprise avec le gouvernement passé, il a même lui-même invité l'IGF au ministère pour travailler en collaboration. Et malheureusement, nous avons des preuves qui démontrent... En fait, le ministère de l'EPST donne l'image d'un ministère où il n'y a que des coûts en termes de millions de francs congolais. Parce que c'est inconcevable. Quelqu'un qui a fait les droits, entre guillemets, il est professeur. Il est professeur. Il est professeur, avec beaucoup de respect. Il est professeur. Mais qu'on puisse falsifier une facture de 16 000 à 120 000 dollars. On est où? Je me demande. Et ce qui est encore grave, que le directeur de cabinet, l'actuel, qui vient d'être nommé à peine, qui dit s'il y a de preuves accablant sa personne,
il doit mettre son doctorat en jeu. Mais est-ce que nous, Congolais, on a besoin de ça? Nos pères, nos mères, dans le Congo profond, là où il n'y a même pas de tableaux, ont besoin de l'applicabilité de la gratuité de l'enseignement. Malheureusement, ceux qui doivent apporter de l'apport intelligentiel, de l'apport stratégique à Félix, eux-mêmes sont en train de pouvoir l'étouffer pour qu'en 2023 qu'on puisse clairement le dire qu'il est capable. Si on doit se rappeler de l'attitude de Tony Mwaba à l'époque de Willy Bakonga dans l'histoire de ses copées, école fictive et tout, il avait traqué sans cesse Willy Bakonga comme si on ne pouvait pas s'attendre à ces genres de scènes. Aujourd'hui, même quand on parle même de la gratuité, qu'on parle même de 400 000 $ américains, qu'on parle de cette guerre, où en sommes-nous finalement? Et moi je crois que jusqu'alors, comme nous le disons ici, cette émission est beaucoup suivie et le ministre Tony Mwaba pourra suivre également avec ses services. On n'est pas venu ici pour les vilipender, mais nous sommes en train d'expliquer les faits tels qu'ils sont. Et s'il y a des preuves qui attestent qu'il est innocent dans cette affaire, qu'il laisse qu'on brandisse les preuves au lieu de donner l'impression de sous-traiter, je le répète, permettez-moi ce terme, parce qu'on connaît maintenant comment les choses parce évoluent. Que déjà l'attitude que son cabinet a pris, c'est une attitude des personnes qui reconnaissent déjà qu'ils sont coupables. S'il y a des coupables parce que quand vous êtes coupable, les gens de son cabinet, qu'il les laisse, qu'ils se tentent dans l'affaire et lui, le ministre, sera blanchi. Voilà. Patrick Lumbala, aujourd'hui, malgré le travail des l'IGF, on constate que les intentions des détournements sont toujours nombreuses. Est-ce que l'IGF serait devenu inefficace? Alors, de la même manière que nous avons ici condamné le ministère de l'EPST, j'aimerais quand même placer un mot également sur la manière de travailler de l'IGF. Je pense que l'IGF, c'est un service qui devait travailler dans un silence total. Ce qui s'est fait à l'IGF aujourd'hui, c'est que Jules Alinguete, c'est peut-être sa politique à lui de mettre un accent particulier sur la communication, mais faire autant de bruit avant de n'avoir même constitué les dossiers d'une affaire, je pense que ce n'est pas une bonne méthode. Parce que moi, j'ai un témoignage au niveau de la Cour des comptes, je ne vais pas citer ma source, c'est que la plupart des dossiers que l'IGF présente en justice, ce sont des dossiers mal formulés. Pourquoi? Parce qu'on y ajoute une dose de populisme et qu'on sort et on y va à va-vite comme ça avec des dossiers pour incarcérer des personnes. Donc l'IGF, en tout cas, doit apprendre, et ils le savent bien, à travailler dans le silence, même si les politiques s'agitent, lui ne doit pas réagir, qu'il présente carrément les faits au lieu d'agir de cette façon. Merci beaucoup, Patrick Lumbala. Tu veux intervenir? Je voulais juste ajouter par rapport à ce que mon frère a dit, c'est que nous devons aussi interpeller au niveau de l'IGF dans le staff de communication. Il y a ce qu'on appelle la théorie des communications. Dans la communication, nous avons pas mal de stratégies. Il y a la communication aussi de crise. Ouais. Mais il faut aussi comprendre quels sont les mots que vous allez placer pour que même votre communication soit aussi considérée. C'est vraiment important. Au lieu de voir, on a vu à travers les ondes, à travers le média, l'équipe Mwaba venir bombarder avec, torpiller avec des mots qui ne cadrent pas avec la vérité. Et de l'autre côté, nous voyons sur le média, en ligne aussi, il y a des publications sur le... Donc tout ça, il faut ajouter la théorie de la communication de crise. Ça va vraiment les aider. Si l'entourage qu'ils travaillent avec ne sont pas en mesure de le faire, qu'ils fassent même un tour chez Didier Mbouyali, il y aura toute une équipe pour les aider en termes de communication. Seulement, ils doivent quand même améliorer leur façon de faire. Oui, il y a mon frère Leker Moutipa, il y a Poipan qui sont quand même des communicateurs. Mais je crois qu'ils doivent réfléchir sur d'autres stratégies de communication. Et ce que Patrick a proposé, c'est aussi intéressant. Je ne pense pas qu'il serait aussi intéressant que toute action soit médiatisée. Voilà. Il y a aussi le silence, c'est aussi une stratégie de communication. Voilà. On peut ou ne pas parler, mais on peut ou ne peut pas communiquer. Alors, l'IGF pouvait aussi procéder de cette manière-là.
prenez les dossiers, déposez à la justice. Si la justice va s'en occuper pour traquer les présumés détourneurs, voilà, ça sera quand même intéressant. Et ça sera intéressant, mais voir aujourd'hui Jules Alingueté faire des tweets et comparer... bon, il n'a pas cité les noms de Tony Mwaba, mais on sait que c'est quand même ça, comparé à ceux qu'il qualifie des prédateurs à Pablo Escobar. Je pense que c'est quelqu'un qui gère la communication de M. Jules Alingueté, qui gère sa page Twitter. Je pense qu'ils sont en train d'essuyer le travail que fait l'IGF. L'IGF fait un travail formidable, mais je pense que la communication de cette institution rattachée à la présidence peut venir tout bâcler s'ils ne font pas attention. Voilà, autre dossier, c'est celui du ministre de l'économie qui a une motion déjà. Il y a une motion contre lui. On reproche au ministre de l'économie la vie chère en République démocratique du Congo. Vous êtes au courant, Christian Nyamabou. Est-ce qu'on peut dire que l'auteur de cette motion n'a pas raison ou a raison de vouloir faire tomber la tête du ministre? La vie est chère au Congo. Ça, c'est vrai. Ça, on doit se le dire. Vous voyez, dans certaines circonstances, comme je l'ai dit au départ, on doit se dire la vérité. Il y a des choses qui s'achètent à un prix élevé, tout ça pour plusieurs raisons. On vient de la crise de la pandémie qui est encore en train d'être résorbée. Mais je crois que vouloir faire tomber le ministre de l'économie nationale, plutôt Jean-Marie Kalumba, ce serait une grosse erreur, alors une très grosse erreur contre le gouvernement et contre la population congolaise. Comment ça? Voilà, je vous explique. Jean-Marie Kalumba, en 2014, a été le conseiller du ministre de l'économie de l'époque, Modeste Bahati Wikwebo, et il était en charge de la régulation économique. Et c'est lui qui était même à la manœuvre pour la baisse du coût des billets d'avion entre Kindu et Lubumbashi de 780. Je vois le sourire de faut arrêter ça. Non. Permettez-moi, je sais que il a un passé, on sait très bien, il a été conseiller. Vous pouvez avoir travaillé à la Maison Blanche, mais quand ça ne marche pas, papa. Ça rentre dans ce que j'ai dit. Non. Parce que c'est lui à l'époque qui avait milité pour qu'il y ait une baisse des billets d'avion. Et cela n'était pas bien perçu chez les Indo-Pakistanais qui du reste connaissent bien l'action de Jean-Marie Kalumba étant conseiller du ministre de l'économie à l'époque. Jean-Marie Kalumba, vraiment, c'est un intransigeant en ce qui concerne... chose qu'on ne constate pas. Je suis en train d'avancer. J'ai ici avec moi, comme Jules sera informé aujourd'hui avec Patrick, j'ai ici avec moi 5 communiqués du ministère de l'économie. Et vous me permettez, parce que c'est vraiment court, je vais vous lire. Tu ne vas pas nous lire le 5 communiqués. Est-ce que ça va baisser le coût du sac du riz au marché Ziguida? Je vais lire. Je vous informe qu'aujourd'hui matin, j'étais au marché Somba Ziguida pour aller acheter un sac de riz de 25 kg qui, à l'époque, était à $22. Je l'ai acheté $20 même. 54 000 francs. Et vous voulez nous dire ici que non, avec ces communiqués-là, nous, on va manger le communiqué à la maison. Vous me permettez maintenant de parler. Aider Félix à travers des actions sur terrain et non avec des communiqués. Vous me permettez, je vais lire un seul communiqué. Un seul. Concerne interdiction d'importation. C'est le ministre de l'économie nationale qui a écrit au directeur général de la société Super Nourriture située au numéro 77 avenue Mayenge, commune de Kinshasa. Voilà, je vais vous lire le libellé. Dans le cadre de l'action du gouvernement visant d'une part à assainir le secteur de l'importation des biens de grande consommation et d'autre part à préserver le pouvoir d'achat des consommateurs contre la fraude et la spéculation, et sur instruction de la haute hiérarchie, vos autorisations d'importation sont suspendues jusqu'à nouvel ordre pour raison d'enquête ordonnée par une décision de la 31e réunion du Conseil des ministres du vendredi 15 mai 2020. C'est bien beau, mais qu'est-ce que ça apporte à la population? C'est-à-dire je pense que je suis en train d'expliquer maintenant les communiqués. Patrick, vous voulez? Allez. Voilà. C'est-à-dire quoi? Ceux qui sont derrière cette motion, parce que c'était ça votre question. Est-ce que c'est bon ou mauvais cette motion? Je vais répondre ceci. L'honorable Eliezer et l'honorable Indubile qui sont dans cette affaire, ils savent bien leur relation
particulière et personnelle avec les Indo-Pakistanais qui, je vous donne l'exemple par exemple de Pain Victoire qui travaille sous le label de la société Mino Congo. Ces entreprises doivent à la RDC plus de 139 millions de dollars. Alors, connaissant bien que... Vous pensez que ces Indo commencent maintenant à utiliser des députés? Exactement, madame, c'est ce que je vous rassure ici. Alors, connaissant bien que Jean-Marie Kalumba connaît les manœuvres de ces Indo-Pakistanais et lui qui est en train de bloquer cette histoire, lui qui les avait interpellés plusieurs fois lui pour qui cet avait argent. apporté les Saint-Charles, faut S'il aussi vous plaît, signifier ça. je vais parler de Saint-Charles si vous me permettez. Lui qui avait rappelé pour que ces gens puissent débourser à la caisse du gouvernement congolais les plus de 139 millions de dollars américains que ces gens ici sont en train de détourner. Ils ont trouvé qu'il fallait l'évancer, les sortir rapidement afin qu'ils continuent avec leur magouille. Alors sur ce, l'argent, un paquet de 700 000 dollars a été débloqué pour sous-traiter certaines personnes. Et parmi ces personnes, il y a aussi les confrères journalistes. Je ne sais pas si Gilles se retrouve aussi. Qui a débloqué la Je dis bien que ce sont les Indo-Pakistanais et la situation. C'est vague, les Indo-Pakistanais. C'est vague. Vous n'avez pas voulu Déposer des preuves à la justice qu'on les arrête. pas voulu que je cite 700 000 dollars en question là. Ils ont eu ça où? Ils ont donné à qui? Voilà pourquoi ces mêmes Indo-Pakistanais qui ont la même mise sur les bateaux d'importation qui se trouvent en Namibie, ils ont cherché une manière de bloquer pour qu'on puisse rendre encore nul l'action du ministre de l'économie. Et aujourd'hui, comme conséquence, il y a une hausse des prix sur les marchés des ventes. Aujourd'hui, notamment, on ne voit pas les piodis, mais qui sûrement viendront, mais qui sont encore bloqués parce que ces gens ici veulent à tout prix montrer au public que le ministre de l'économie ne saura rien faire. Mais je n'encourage pas la hausse des prix sur le marché. Sinon, je parle des faits qui sont vrais, que Patrick, Gilles, vous et moi, on doit décrier parce que les 139 millions de dollars qui sont en train d'être volatilisés ici, ce serait pour l'intérêt de tous les Congolais. Patrick Lumbala, êtes-vous d'accord avec Christian Niamabou? Je pense qu'il ne faut pas détourner les débats. Le débat, il est autour de la volonté des élus nationaux de faire tomber le ministre suite à son incompétence. Allez nous lire ici des communiqués que le ministre aurait signés contre une ou une telle autre entreprise. Ça n'a pas d'effet direct sur la population. Aujourd'hui, posez-vous la question, est-ce que ce ministre de l'économie a une politique de l'économie nationale clairement établie? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il a une politique de l'économie nationale parce que depuis près d'une année, je crois, on constate sur l'ensemble du territoire national, à Lubumbashi, je vais vous donner un exemple, parce que moi je viens de Lubumbashi, il y a la hausse des prix des premières nécessités depuis près d'une année, une hausse injustifiée et il n'y a aucun contrôle de l'État. Tout va comme ça. Par exemple, les transports en commun au niveau de Lubumbashi. On est passé, le taxi ici à Kinshasa, c'est 500 francs, mais à Lubumbashi, c'est 1000 francs. Même si vous quittez Congo Web ici pour aller ici à côté chez Dr Mouyembe ici, vous payez 1000 francs dans un taxi des transports en commun. Et les prix augmentent comme ça, il n'y a pas de suivi du ministère, il n'y a rien du tout. Et tout ça, c'est la population qui en pâtit. Ici à Kinshasa, vous avez... Je ne vous arrête pas. Déjà, il faut reconnaître qu'ici à Kinshasa, un chauffeur taxi peut prendre 1, 2, 3, 4 personnes, chose qui n'est pas le cas à Lubumbashi. 1, 2, 3, 4, 5 personnes. Donc, un chauffeur taxi peut prendre une personne peut-être dans un tel arrêt, l'autre personne à Willery, une autre personne... C'est la même chose à Lubumbashi, madame. C'est la même chose. Il peut prendre quelqu'un à Machipicha, arriver sur Fina, il prend quelqu'un d'autre, arriver sur Kra, il prend quelqu'un d'autre, c'est toujours 1000 francs. Et le prix augmente comme ça. 1000 francs par tête. 1000 francs par tête. Et le prix augmente comme ça, on ne sait pas comment les justifier. Ce qu'on reproche aussi à ce ministre, il y a ce non-contrôle des structures des prix. Ici à Kinshasa, par exemple, il y a le pain, ce qu'on appelle généralement ici Kanga journée. Ça diminue des volumes chaque jour, mais le prix reste le même. La qualité aussi n'est pas bonne. La qualité n'est pas bonne, c'est toujours 300 francs et tout ça c'est sous le nez et la barbe du ministère de l'économie. Lorsque vous allez, parce que mon frère ici a voulu dire que ce sont les Indo-Pakistanais qui sont en complicité avec les élus nationaux pour faire tomber le ministre. Mais lorsque vous allez dans les supermarchés de ces gens-là, vous allez vous rendre compte que lorsque vous allez dans des rayons, il y a d'autres prix. Et lorsque vous allez à la caisse,
on vous taxe autre chose. Et vous n'avez pas les droits. Pour préserver, je vais dire, votre personnalité, vous ne pouvez pas remettre les choses. Vous plaindre. Et tout ça, je pense, c'est en complicité avec ceux qui gèrent le ministère de l'économie. On ne peut pas accepter des choses comme ça. Donc, si le ministère, les élus estiment, et ils ont raison, que le ministre de l'économie a failli à sa mission, mais c'est tout simplement normal de les viser par une motion s'il n'avance pas des arguments palpables et le virer carrément, comme je l'ai toujours dit, du gouvernement. Tout simplement. Julio Mutoto, l'initiateur de la motion et de l'Union sacrée, est-ce que cette histoire ne va pas diviser l'Union sacrée? L'Union sacrée ne se meurt-elle pas? D'abord, madame, je dois être sincère que la motion n'ira nulle part en rapport avec ceux qui vont juste faire de bruit. On connaît. Attention, hein, on connaît les joueurs. On ne sait jamais. Le joueur et son jeu. On ne sait jamais. On connaît les joueurs et son jeu. Mais non, parlons de la personne. Plutôt, parlons du ministère de l'économie. Madame, en décembre, tous nous avons été joyeux d'apprendre que nous allons acheter les kilos de Saint-Charles à 2000 francs. Le poulet qu'on appelle souvent ici à Kinshasa, Soso Mutakala, à 2500. Mais malheureusement, ça fait presque 4 mois que depuis nous avons quitté le mois de décembre pour rentrer en 2022. Sur terrain. Madame, au Maniema, pour ceux qui ont connu ou ont fait la visite dans cette province, on dit toujours que Maniema Kutoke Boy. C'est-à-dire qu'il y a des hommes dignes, courageux. Julio, je ne t'arrête pas. Oui. Je soutiens un tout petit peu Christian quand il dit qu'il y a certains opérateurs économiques qui appuient, qui amènent main forte aux députés qui appuient cette motion. Est-ce que ça ne serait pas parce que le ministre n'a pas laissé certains avantages à ces opérateurs économiques au détriment de la RDC, par exemple? Là, automatiquement, vous accusez le leadership du Premier ministre. C'est ce qu'on doit comprendre. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, Magui est très clair. Le patron de la politique gouvernementale, c'est le Premier ministre, non? C'est lui qui agence les initiatives au nom du chef de l'État. Mais lorsque vous nous informez sur le plateau que non, il y a des commerçants qui interagissent à travers de députés, mais nous sommes dans quel pays? Julio est en train de se contredire. C'est pourquoi je vous dis que c'est communiqué de 2020. En 2020, au sein de Premier ministre, Julio. S'il vous plaît, on parle de maintenant. Moi, j'ai les documents ici. On parle en rapport de fait. On parle de fait que vous avez signifié ici. Il y a des gens qui ont obtenu 700 000 $, on ne sait pas par qui. Peut-être vous êtes parmi eux. Comme vous détenez de preuves, vous serez mieux de pouvoir le placarder ici. Peut-être. Alors, permettez, Magui. Je n'ai pas fini. Vous aurez la parole, cher ami. Madame. Nous sommes presque à la fin. Je te pose la dernière question, comme ça tu réponds directement. On traite également, on accuse également Moïse Katumbi. On dit qu'il figure parmi les traîtres. Vrai ou faux? Mais dans cette histoire. Madame, vous avez eu l'opportunité par son intelligence de manager en apportant la chaîne de télévision de la TV de bien regarder le match. Par exemple aussi comme le DG, le boss, le patron de Congo Web aussi aurait aussi bénéficié de ces mêmes opportunités. C'est là on peut automatiquement l'appeler traître. Qu'on arrête de diaboliser. Il y a eu Kadé qui est passé à travers le média pour dire que non, Alinguete c'est un pur produit de Katumbi. Et aujourd'hui on en est où? Hein? Il faut qu'on arrête tout ça. Le Congo qu'on a besoin, ceux qui ont le pouvoir là, ont l'obligation d'apporter l'essentiel qu'ils ont promis aux élections de 2018 à bout au Pia. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Une minute, on n'a plus de temps. 1 minute. Voilà, dans 1 minute, je dirais, je rappelle que les députés qui sont derrière cette motion sont des députés coopérants avec les Indo-Pakistanais. Les Indo-Pakistanais qui ont notre dette de plus de 139 millions de dollars que les Congolais, les fiscs congolais sont en train de perdre. Alors, soutenir ce genre de motion parce que le ministre est à la trousse de ces malfrats, ça serait vraiment une aberration. Pour conclure totalement, Magui,
Bon, j'ai dit merci parce que je voulais quand même rappeler que tout ce qui pense que ça c'est un petit biscuit pour tout ce qui pense que au ministère des Affaires. Tu as dépassé tes minutes. Patrick Lumbala, 1 minute rapidement. Et Patrick Lumbala a oublié de vous dire que le prix des transports en commun, c'est l'hôtel de ville qui c'est non le ministère de l'économie. Et moi je pense que le ministre de l'économie n'a pas de politique économique qui s'adapte en tout cas à l'environnement du Congo. Vous avez oublié que c'est que les députés nationaux fassent leur travail. S'il faut l'évincer, qu'ils l'évincent carrément du gouvernement. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de Web Presse. Retrouvez-nous déjà ce lundi. Le lundi à 11h pour la ministre commerçant. Au revoir et à samedi prochain.